euh, poursuivre. Je vous propose de poursuivre nos travaux. C'est bon. Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre nos travaux en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010. Nous allons entendre M. Boris Ravignon, que le président de la République propose de renouveler aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de la transition écologique. Monsieur Boris Ravignon, bienvenue dans notre commission que vous connaissez bien. Je rappelle que nous vous avons auditionné le 13 décembre dernier. Votre venue s'explique par le fait qu'un décret du 3 mars dernier a désigné les membres du nouveau conseil d'administration de l'ADEME. En conséquence, le renouvellement de votre mandat à la tête de ce conseil exige que vous soyez entendu pour la seconde fois en 4 mois par l'Assemblée nationale et le Sénat. Je rappelle la procédure que vous connaissez tous bien désormais. L'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Il va de soi qu'aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu à la suite de la présente audition, puisque M. Ravignon a été entendu ce matin par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé un rapporteur pour cette proposition de nomination. Il s'agit de M. Gérard Leseul. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a préalablement été envoyé à M. Boris Ravignon, dont les réponses vous ont été diffusées. M. Gérard Leseul m'a fait part de son empêchement, dont il vous prie de bien vouloir l'excuser. Il donne par conséquent la parole à Madame... il donne bien entendu la possibilité à Madame Chantal Jourdan de pouvoir le remplacer pour cette audition. Je donne par conséquent la parole à Madame Chantal Jourdan qui le supplée. Madame la rapporteure, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ravignon, après 3 mois d'exercice en tant que président de l'ADEME par intérim, vous voici à nouveau audité en tant que candidat à la présidence du nouveau conseil d'administration de l'ADEME, agence essentielle pour le pilotage des politiques et des actions à mener en faveur de la transition écologique. Je remplace aujourd'hui donc Gérard Leseul, indisponible, qui vous a fait parvenir plusieurs questions sur vos motivations au regard de la courte expérience que vous avez de cette fonction et au regard de points prêtant à forte discussion. Nous avons pu prendre connaissance de vos réponses, je les reprendrai et demanderai quelques précisions. Vous estimez que votre expérience d'élu local est un atout pour occuper la fonction de président de l'ADEME. Vous estimez avoir éloigné tout risque de conflit d'intérêts entre vos mandats locaux et vos fonctions de président de l'agence. Vous admettez cependant que cette dernière demande une présence entière. Nous pensons tous au contexte où la conduite de nouvelles politiques en lien avec les enjeux climatiques, le travail à la coordination des différents opérateurs de l'État, le renforcement des effectifs, en conséquence les réorganisations des services, nécessite une disponibilité accrue. Persistez-vous donc à penser que vous puissiez mener de front vos fonctions de maire, président de communauté d'agglomération et d'éventuel président du CA de l'ADEME? Vous avez commencé à travailler sur l'élaboration du futur contrat d'objectifs et de performance pour les années 2023 à 2027 qui devra être signé avec l'État. Vous évoquez plusieurs enjeux, dont la territorialisation des politiques publiques, la prise en compte de la sobriété et l'accompagnement social pour rendre la transition désirable. Vous mentionnez nombreuses actions à mener pour la décarbonation de l'industrie, notamment auprès des PME, la nécessité d'amplifier les productions de chaleur renouvelable auprès des collectivités de moins de 50 000 habitants. Donc, quelles démarches et quels moyens visualisez-vous pour ces objectifs et comment est-il possible, selon vous, d'accélérer ce processus? Enfin, l'ADEME a produit un rapport Transition 2050, Choisir maintenant, agir pour le climat, présentant 4 scénarios de développement qui méritent d'être connus du grand public afin que les citoyens s'approprient en toute conscience leur avenir. Êtes-vous donc ouvert à l'organisation d'un travail avec la société civile et comment est-il possible de l'organiser pour qu'il prenne une réelle dimension démocratique? Je vous remercie.
Monsieur Ravignon, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau dans cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors, effectivement, passé la surprise il y a quelques semaines, je crois du renouvellement de cette démarche, lié au fait que j'ai dans un premier temps accompli la fin du mandat de mon prédécesseur, Arnaud Leroy, démissionnaire en cours de mandat. Donc, je suis allé au terme de ce mandat et que, en toute logique, eh bien, la nomination sur un nouveau mandat implique le respect de nos dispositions constitutionnelles, en l'occurrence le fait que soit proposé par le président de la République et auditionné par les chambres compétentes des deux assemblées. Mais au-delà de cette surprise, eh bien moi je suis heureux de pouvoir revenir devant vous. D'abord parce que je trouve que à l'issue de plusieurs mois d'exercice, ça permet un premier retour d'expérience, je crois, intéressant, que c'est en quelque sorte finalement un entretien de fin de période d'essai, puisque c'est un peu comme ça, et la durée en tout cas est assez similaire à ce que beaucoup de personnes vivent en commençant notamment de nouvelles fonctions. Et puis j'avais exprimé moi-même le souhait de pouvoir revenir régulièrement devant vous, devant cette commission, pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux de l'ADEME. Et donc, bien, l'occasion m'est donnée là finalement de refaire un point avec vous sur comment avance notre agence de la transition écologique, les ambitions qu'elle se donne et les moyens qu'elle réunit. Alors je crois pouvoir dire que les 4 mois qui viennent de s'écouler, je me permettrai de vous répondre effectivement dans différents points dans mon intervention, Madame la rapporteure. Les 4 mois qui viennent de se dérouler ont été bien remplis. Bien remplis d'abord parce que j'ai tenu à le plus rapidement possible respecter les engagements que j'avais pris ici devant vous et devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Premièrement, j'ai effectivement démissionné, comme ce n'était pas le cas à l'époque de mon mandat de vice-président du conseil régional et de mandat de conseiller régional, pour me rendre effectivement plus disponible. J'y reviendrai sur cette question de la disponibilité. Elle est effectivement importante et je comprends qu'elle suscite des questions. J'ai ensuite organisé de manière symétrique et parallèle le fait de parfaitement circonscrire ce qui aurait pu être un conflit d'intérêts entre la présidence de l'ADEME et les exécutifs de la ville de Charleville-Mézières et d'Ardennes Métropole, puisque par une délibération du conseil d'administration de l'ADEME, je ne connais plus désormais en aucune circonstance des dossiers relevant de ces deux collectivités à l'ADEME, et que symétriquement, à la ville de Charleville-Mézières comme à Ardennes Métropole, eh bien, je ne connais pas non plus des dossiers. Je n'ai pas à intervenir. Mon déport est organisé au profit de collègues de ces deux collectivités quand il peut y avoir c'est arrivé dans le passé à quelques occasions, un contact entre donc la ville de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole et l'ADEME. Je crois pouvoir dire que tout risque de conflit d'intérêts est ainsi circonscrit. J'avais indiqué également que si j'étais convaincu de l'intérêt que pouvait présenter pour l'exercice d'une présidence d'un opérateur de l'État comme l'ADEME, le fait de conserver des mandats locaux et de garder cette connaissance vive, active de la réalité à laquelle sont confrontées les entreprises, les citoyens, les collectivités dans la transition écologique, je ne souhaitais pas pour autant qu'il y ait cumul des indemnités, des rémunérations. Je me suis organisé en conséquence, dans le cadre qui est celui prévu par la loi. J'aurais bien aimé pouvoir mettre tout simplement mon indemnité de maire ou mon indemnité de président d'agglomération à 0, mais la loi ne le permet pas. Elle permet de descendre un plancher qui est finalement le niveau du premier adjoint ou premier vice-président. Ce qui a été fait, et les sommes qui, malgré tout, restent perçues, ont été, comme je m'y étais engagé également, reversées au CCAS Charleville-Mézières dans un cas et à l'association départementale des restaurants du cœur pour l'autre. Donc, plus de cumul d'indemnités, et j'ai même, je crois, poussé le raisonnement un petit peu plus loin, puisque ici en séance j'avais été interrogé sur le niveau de rémunération qui était celui du président de l'ADEME, et je m'étais étonné que le président d'un opérateur de l'État puisse effectivement avoir une rémunération supérieure à celle de ses ministres de tutelle. Et donc j'ai sollicité et obtenu,
c'est paraît-il, avec les directions du budget, plus facile d'obtenir des baisses de rémunération que des hausses, mais en l'occurrence, cette baisse, je l'ai obtenue assez facilement et assez rapidement, et donc ma rémunération est désormais inférieure à ce que perçoivent les ministres qui ont la tutelle de l'ADEME, en l'occurrence Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher et Sylvie Retailleau. Donc, on a ainsi réorganisé les choses pour tenir compte de cette situation, et surtout, je me suis appliqué à me rendre, comme j'avais pris l'engagement, pleinement disponible pour ce mandat de président de l'ADEME. Je ne vais pas ici égrener les démarches qui ont été faites, mais je suis engagé en ce moment dans un tour des services et des implantations de l'ADEME. Il y a 3 sites centraux. Aller rencontrer l'intégralité des agents de ces 3 sites, Angers, Valbonne à côté de Nice et Montrouge, ici en région parisienne. Mais j'ai aussi entamé la tournée, entre guillemets, des directions régionales de notre agence, en y consacrant chaque fois plusieurs jours, et c'est désormais 5 des 17 directions régionales dans lesquelles j'ai pu me rendre, notamment en Outre-mer, parce que j'étais la semaine dernière à Mayotte et à La Réunion. Ces territoires ont encore peut-être davantage besoin que d'autres d'être soutenus et accompagnés dans la transition écologique, et j'ai pu me rendre compte sur place et voir l'engagement de nos collaborateurs sur ce sujet. Donc, des contacts ont été établis avec, je crois, en interne, tous ceux qui s'intéressent, notamment les organisations syndicales, les représentants du personnel, et en externe, eh bien, à ce jour, je crois, je parle sous le contrôle de ma directrice de cabinet qui m'accompagne, mais refusé aucune demande d'audition, et on a toujours réussi à trouver des organisations de calendrier me permettant de répondre aux sollicitations du Parlement, qu'il s'agisse d'auditions en mission d'information, en commission d'enquête, ou sur l'examen de projets de loi ou de propositions de loi. Donc je crois pouvoir dire, qu'en mettant point final à la réorganisation de l'ADEME avec le recrutement d'une directrice générale des délégués, ce qui est le format habituel de fonctionnement de l'ADEME. L'ADEME fonctionne habituellement donc avec un président et une direction générale déléguée, ainsi qu'elle a toujours fonctionné avec mes prédécesseurs, antéprédécesseurs, et donc désormais ce poste est pourvu, et je crois pouvoir dire que l'ADEME est en ordre de marche pour assumer les missions importantes qui lui sont confiées. Alors, quelques mots justement sur ces missions. Et d'abord pour dire et exprimer ici, j'en saisis l'occasion publiquement, toute l'admiration qui est la mienne pour la qualité, le travail et notamment la très grande expertise qui est celle des adémiens et adémiennes, les agents de l'ADEME. Cette expertise, elle est mobilisée par les pouvoirs publics dans 3 grandes directions, 3 grandes orientations. Vous savez, je borne simplement à le rappeler. À la fois préparer la prise de conscience sur un certain nombre d'enjeux qui sont extrêmement importants. Je parlais par exemple de l'économie circulaire, où il y a beaucoup encore à faire pour éveiller les consciences sur la nécessité de trier, de travailler au réemploi, à la réutilisation le plus possible de nos matériaux. Donc sur tous ces sujets-là, l'ADEME est positionnée, soutient les collectivités, mais aussi diffuse de l'information au grand public. Et je crois pouvoir dire que cette année 2023 va être une année importante sur ce sujet, puisque nous travaillons en ce moment sur l'affichage environnemental pour dans le cadre de la mise en œuvre de la loi AGEC, donner aux consommateurs une information sur l'impact environnemental des produits qu'ils consomment dans 2 domaines. C'est ce que la loi prévoit pour cette année, ce sont ceux de l'alimentation et du textile. Et nous fournissons en ce moment au gouvernement les études qui vont permettre à la concertation sur la consigne de se dérouler. Donc ce travail finalement de préparation des enjeux, d'éclairer les consciences, l'ADEME continue à l'accomplir, et je crois avec toujours beaucoup de qualité dans ses communications. L'ADEME est aussi là pour imaginer des trajectoires. Et donc là, les travaux de prospective que nous avons réalisés, Transition 2050, que vous évoquiez, Madame la rapporteure, est un pan important de notre activité. Nous continuons à l'enrichir parce que ce travail, il date maintenant de fin 2021, et donc les travaux étaient antérieurs, et il y a matière toujours
à actualiser ces trajectoires et tenir compte par exemple de la formidable flambée des prix de l'énergie que nous avons connue. Ça suppose donc des remises à jour régulières et l'ADEME participera, s'exprimera, prendra part à la demande des pouvoirs publics et bien dans le débat très important qui va se tenir prochainement sur la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Et je le dis ici, mon engagement, c'est que ces travaux soient toujours conduits avec la plus grande indépendance, avec effectivement aucun parti pris idéologique, ni dans un sens ni dans l'autre, pour éclairer l'avenir et permettre, notamment à la représentation nationale, eh bien, de faire les choix énergétiques les plus éclairés pour l'avenir. Dernier sujet, dernier volet, c'est celui de l'accompagnement. Extrêmement important. L'agence n'est pas qu'une agence effectivement de prospective ou de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique, mais elle se veut être aussi une agence des solutions pour la transition écologique et donc d'apporter des solutions à partir des fonds qui lui sont confiés par les pouvoirs publics. Alors, les grands fonds, ce sont historiquement un fonds chaleur renouvelable, bénéficient beaucoup les collectivités territoriales, fonds économie circulaire, qui là encore est très tourné vers les collectivités. Et puis, depuis France 2030, eh bien, un volet important qui nous met en relation avec les entreprises sur la décarbonation de l'industrie. C'est effectivement un peu le troisième pilier aujourd'hui de l'action de l'ADEME sur l'accompagnement des mutations, donc accompagnement de décarbonation des très grands sites, les 50 sites les plus émetteurs, mais aussi, et c'est ça qui aujourd'hui mobilise notre énergie, du tissu de milliers de PMI françaises qui ont aujourd'hui cette préoccupation à la fois de réduire leur consommation d'énergie, de faire de l'efficacité énergétique, mais de décarboner aussi leur consommation. Donc sur l'ensemble de ces sujets, nous sommes, je le disais, fréquemment en contact avec les collectivités et c'est un premier point que je voudrais faire ici devant votre commission, c'est que je crois que nous avons aujourd'hui une intervention à la destination auprès des collectivités qui est méconnue, qui demande assurément à être amplifiée et peut-être en partie réorientée. L'agence est en fait aujourd'hui, avec la NCT, le seul organisme de l'État, à ma connaissance, à financer de la dépense de personnel dans les collectivités, sous la forme de contrats qui sont généralement des contrats de 3 ans, où on finance le recrutement de chargés de mission, de personnes qui travaillent sous l'autorité des élus dans les collectivités, pour organiser et préparer des politiques publiques. Alors, les domaines les plus présents, c'est la chaleur renouvelable. Donc, accompagner dans une collectivité, ça se fait sur le long terme, la création d'un réseau de chaleur ou le verdissement des sources d'énergie d'un réseau de chaleur existant, ou dans le domaine de l'économie circulaire, vous savez, avec la perspective de l'entrée en vigueur de l'interdiction des biodéchets, eh bien, accompagner justement les collectivités sur ces travaux. Ce sont au total 780 postes qui sont financés par l'ADEME, 780, c'est pas tout à fait rien, 80 équivalents temps plein, qui sont de chargés de mission, qui sont financés par l'ADEME dans les collectivités et qui donc permettent d'apporter, je crois, une ingénierie bienvenue. Mais je pense aussi que 780 collectivités, et en plus certaines collectivités ont plusieurs de ces postes, c'est naturellement à l'échelle des collectivités aujourd'hui insuffisant, et c'est probablement sur le choix des collectivités qu'il y a aujourd'hui à réorienter notre action, puisque je pense qu'aujourd'hui, l'ADEME a beaucoup travaillé, ça n'est en aucun cas une critique, elle a travaillé avec ceux qui le voulaient. Et finalement, en quelque sorte, avec les premiers de classe, ceux qui étaient pionniers, ceux qui s'engageaient un peu avant les autres. C'est avec eux, finalement, que les contacts se sont noués, et c'est eux qui sont aujourd'hui le mieux et le plus aidés. Je crois que la réorientation qui me semble nécessaire aujourd'hui, qui correspond à l'idée de massifier la transition écologique, eh bien, c'est de travailler avec tout le monde. C'est d'essayer justement d'apporter des moyens d'ingénierie, ces financements dans des collectivités qui aujourd'hui ont envie de faire, mais ne trouvent pas les moyens humains et en ingénierie pour faire. Donc c'est, je crois, une réorientation extrêmement importante. On a, je le rappelais tout à l'heure, une présence territoriale, 17 directions régionales, y compris en Outre-mer, plus de 400 personnes qui sont dans ces directions régionales, mais je pense que nous pouvons, en soutenant davantage justement ces postes sur plusieurs années, de manière pluriannuelle dans les collectivités, encore davantage les aider à comprendre, s'approprier
les sujets de transition écologique, dans l'énergie, dans les déchets, parfois dans les questions de biodiversité ou de mobilité, pour leur permettre d'aller plus loin. Alors ça supposerait certainement que l'ADEME voit ses moyens renforcés. C'est au terme de ces quelques mois d'expérience ce que je crois indispensable. Je pense que l'agence aujourd'hui a vu effectivement son plafond d'emploi être relevé l'année passée, mais nous avons vu aussi les missions qui nous sont confiées augmenter de manière extrêmement importante. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous ayons une discussion sur le format de l'agence, la notion même de soumettre l'agence, qui est un EPIC, établissement public industriel et commercial, qui ne recrute donc pas de fonctionnaires, ne recrute pas d'agents publics, non, des agents de droit privé, la notion de soumettre cet EPIC à un plafond d'emploi qui est normalement réservé au contrôle du nombre des fonctionnaires par la direction du budget est quelque chose qui doit être retravaillé. On a prévu de le mettre sur la table dans la discussion budgétaire que nous aurons cette année. Je terminerai par deux petites accentuations qui me paraissent indispensables aujourd'hui dans l'action qui est conduite et qui effectivement rejoignent votre question, Madame la rapporteure, sur le COP, le contrat d'objectifs et de performance que nous devons signer avant la fin de cette année pour qu'il s'applique à partir de 2024 sur 4 ans. Ce contrat, il va classiquement prévoir un certain nombre d'objectifs et puis effectivement de moyens. Je n'y reviens pas, il y aura peut-être des questions sur les moyens, j'y répondrai à ce moment-là si vous le souhaitez, mais il nous semble important que ce contrat d'objectifs rapproche les missions de l'ADEME, missions réaffirmées ou réorientées, et puis un certain nombre de moyens. Mais sur les missions qui paraissent devoir être accentué, il y a deux points que je crois souhaitable de mentionner ici. D'ores et déjà, l'un, je l'avais mentionné la fois dernière, mais je ne vois que de raisons d'y revenir, c'est celui de la souveraineté, et notamment de la souveraineté économique. Lorsque l'agence agit pour développer les énergies renouvelables, pour développer le verdissement des réseaux de chaleur, elle travaille en réalité depuis déjà bien longtemps pour la souveraineté énergétique de notre pays, puisqu'il s'agit en général de substituer à du gaz ou parfois du charbon des énergies renouvelables, de la biomasse, de la géothermie, produites ici sur notre territoire. Donc dans son action, dans son mode de fonctionnement, l'ADEME a toujours, je crois, travaillé à renforcer la souveraineté énergétique de notre pays. Mais je pense qu'il conviendrait aujourd'hui d'aller au-delà et de se préoccuper plus étroitement des conséquences industrielles des soutiens qui sont apportés, et d'avoir un travail. Alors, ce n'est pas un sujet que l'ADEME peut faire seule, mais je crois qu'elle doit en prendre toute sa part, travailler avec les comités stratégiques de filière pour que le soutien que nous apportons, je prends des exemples, à la filière géothermique qui doit se développer, ou qui a un potentiel considérable, ou le soutien que nous apportons à l'éolien flottant, qui est une voie d'avenir extrêmement intéressante, notamment en Méditerranée, mais dans les régions d'outre-mer, où le plateau continental est très court et où il est important de pouvoir utiliser cette technologie pour développer l'éolien au large des terres. Eh bien, ces orientations-là doivent se combiner avec, je crois, de vraies orientations de politique industrielle permettant de contribuer. C'est aussi un objectif, un grand objectif, je crois, très largement partagé dans notre pays, à la réindustrialisation de notre nation. Dernier sujet, c'est celui de la solidarité. Nous savons que ces moments de transition sont toujours des moments de potentiel de fragilisation pour les plus modestes d'entre nous. Et l'agence participe, là encore elle n'agit pas seule, mais participe à un collectif qui s'appelle l'Observatoire national de la précarité énergétique, dans le cadre duquel elle s'emploie à documenter ces situations de précarité énergétique dans le bâti, dans le logement, on les a à peu près tous en tête, mais aussi dans d'autres situations. Je veux parler ici par exemple des mobilités. Il existe aussi une forme de précarité énergétique dans les mobilités qui font que, par exemple, qui touchent par exemple les ménages qui, face à la hausse des prix du carburant, eh bien, tout simplement ne peuvent pas, n'ont pas d'alternative à l'usage de leur voiture, et donc voient leurs revenus amputés. Donc cette question de précarité énergétique dans l'habitat, dans les mobilités, je crois, elle gagne à être développée, étayée,
illustrer sur le plan statistique, et puis ce que des propositions puissent être faites, c'est ce que l'Observatoire de la précarité énergétique s'emploie à faire. Et donc, il me semble qu'il s'agit là d'un domaine dans lequel l'ADEME doit continuer à apporter son soutien. Merci, Monsieur Ravignon. Je vais désormais laisser la parole aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. On essaye de respecter les 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier, Monsieur Ravignon, pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le vote de votre nomination à la fonction du président du conseil d'administration de l'ADEME à la suite du renouvellement de son conseil d'administration par décret du 3 mars dernier. C'est la raison pour laquelle votre candidature est à nouveau proposée par le président de la République, selon les prérogatives mentionnées à l'article 13 de la Constitution pour exercer les fonctions de président. Pour rappel, nous vous avons auditionné le 14 décembre dernier et vous serez auditionné prochainement au Sénat. Depuis sa création en 1991, l'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans tous les domaines qui sont extrêmement variés, tels que l'environnement, l'énergie, l'empreinte numérique, l'air, le bruit, les sols pollués, les friches, les REP, l'économie sociale et solidaire, enfin, pour résumer, tout ce qui concerne le développement durable et le réchauffement climatique. Désormais, l'ADEME est donc irremplaçable, unique et incontournable pour apporter des solutions du fait de l'amplification et de la complexification des missions qui lui sont confiées. Monsieur Ravignon, votre expérience d'élu local vous permet d'appréhender en profondeur ces questions concernant en premier chef les collectivités et nos concitoyens, et vous entretenez des relations privilégiées avec les élus, les administrations et les acteurs économiques. À la tête des équipes de l'ADEME, qui regroupent plus de 1000 salariés répartis en 3 sites, vous avez su pendant vos 3 premiers mois à la présidence concilier vos fonctions de président de l'agence et vos mandats locaux. Vous avez pris les choses en main rapidement. L'agence a engagé 973 millions d'euros de budget incitatif pour favoriser la naissance de nouveaux projets. Vous vous êtes vu confier récemment l'accompagnement des entreprises et des collectivités sur tout le territoire pour opérer un vrai choc de décarbonation. Donc le groupe Renaissance se réjouit de pouvoir voter pour vous. Hier encore, vous avez signé. Et donc ma question était, devant la charge qui est la vôtre, estimez-vous que vos moyens sont suffisants? Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Ils sont incapables de me... Merci, Monsieur le Président, Monsieur Ravignon. Compte tenu de l'importance et de la sensibilité des missions de l'ADEME, l'agence doit s'appuyer effectivement sur des collaborateurs reconnus, expérimentés. Je crois qu'on partage tous ce constat. Le groupe Rassemblement National n'adopte jamais d'opposition systématique quand les choses vont dans le bon sens. En revanche, Monsieur Ravignon, nous avons écouté votre propos liminaire et je dois dire que pour l'instant, rien ne donne satisfaction. Ce matin, devant les commissaires du développement durable et de l'aménagement du territoire que nous sommes, vous passez une forme d'étape ou d'entretien d'embauche à votre titularisation au poste de président de l'ADEME. On voudrait rappeler le rôle que nous donne la Constitution en cette matière. Vous n'êtes pas certainement ici de manière par hasard, et nous non plus. Quand les choses sont en ce sens, elles sont plus claires, et cette commission est tout sauf une chambre d'enregistrement des idées et des envies d'Emmanuel Macron ou du gouvernement. Lors de vos réponses, nous serons particulièrement attentifs au point suivant. Premièrement, il s'agit du cumul de fonctions, et on en a parlé, mais j'aimerais le rappeler. Maire de Charleville-Mézières, donc une commune de 50 000 habitants, président de la communauté de communes, au comité d'agglomération plutôt d'Ardennes Métropole, et depuis quelques mois, nommé président par intérim de l'ADEME. Maintenant que vous avez quelques mois de recul, comment cela se passe-t-il? Votre disponibilité, à la fois pour vos fonctions de l'ADEME et pour vos mandats électifs, doit être totale. Le cumul peut entraîner des situations de conflit d'intérêts potentiels ou des risques réputationnels. L'ADEME va disposer d'un budget de plus de 4 milliards d'euros. Comment pouvez-vous nous convaincre du zéro risque en matière de favoritisme au profit des territoires où vous êtes élu? Deuxièmement, nous attendons des solutions assez convaincantes pour que l'ADEME puisse à la fois lier socialement et de manière acceptable les économies et les faire donc accéder aux plus fragiles, en particulier à ceux qui vivent en zone rurale. Enfin, comme je le disais, notre décision n'est pas prise, mais au-delà du discours politicien qui ne viserait qu'à enterrer le débat, pourquoi, selon vous, le président de la République vous a-t-il désigné et pourquoi, toujours selon vous, nous devrions confirmer? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Ravignon, voilà que se termine votre premier mandat et que vous venez 4 mois après la première fois devant nous pour nous demander notre appui. La première fois, votre candidature a été acceptée dans notre Assemblée par 19 voix contre 17 et rejetée par le Sénat par 16 voix contre 10. Il s'en est fallu d'un souffle et pourtant vous voilà à nouveau. Et ça nous pose un problème. Vous n'incarnez pas l'écologie, vous incarnez un modèle capitaliste, à la limite décarboné, mais un modèle capitaliste, prédateur, et pourtant, vous voilà à la tête de l'Agence de la transition écologique. Nous voterons donc contre votre candidature, car il ne s'agit pas pour nous de compétences écologiques, mais de loyauté envers Emmanuel Macron, que vous avez rejoint après avoir abandonné Valérie Pécresse, pourtant de votre parti. Dans votre action passée, vous avez montré à de nombreuses reprises votre amour pour le nucléaire. Nous espérons que votre nomination à l'ADEME n'est pas une stratégie de verdissement de l'image du nucléaire. Le nucléaire est la deuxième source de consommation d'eau après l'agriculture, avec 31% de l'eau consommée en France. À l'heure des grandes sécheresses, estivales comme hivernales, avec 80% des nappes phréatiques à des niveaux bas à très bas, il paraît insensé de continuer dans cette trajectoire. La biodiversité des zones humides, alimentées par ces nappes phréatiques, en dépend. De même, quel avis émettez-vous sur les méga-bassines qui captent de l'eau que Monsieur le ministre de l'Agriculture considère de surplus? Mais comme vous le savez, il n'en est rien. Ce sont justement ces eaux qui permettent d'humidifier les sols et d'assurer la fertilité et la vie de ceux-ci. Ce sont ces eaux qui permettent d'irriguer les zones humides par un système de vases communicants. Comment vous, en tant que président de l'Agence de la transition écologique, allez-vous œuvrer pour défendre cette biodiversité et les écosystèmes aujourd'hui très menacés? La fonction à laquelle vous prétendez nous engage et nous observons vos positions sur ces enjeux si vous êtes nommé, ce que, une fois encore, nous ne souhaitons pas. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Pierre Vatin. Merci Monsieur le Président. Monsieur Ravignon, vous voilà donc devant nous pour un second examen de passage en vue d'être nommé à la présidence du conseil d'administration de l'ADEME. En recevant la convocation à la commission, avec l'annonce de votre audition, la même qu'il y a 4 mois, j'ai d'abord cru à un bug, et en réalité c'était un petit peu un gag. À peine nommé, vous devez recandidater au même poste devant les mêmes commissions en vous appuyant sur la même lettre de recommandation du président de la République, mais avec un bilan qui est maigre puisque vous n'êtes resté que 2 mois aux commandes. Quel amateurisme dans la gestion de cette succession à la présidence de l'ADEME. L'agence, minée par une instabilité chronique à sa tête et encore marquée par la démission surprise d'Arnaud Leroy, n'avait pas besoin de cela. Comment le gouvernement, qui a mis 6 mois avant de songer à nous proposer un successeur, n'a-t-il pas anticipé un tel pataquès? Les statuts étaient pourtant connus à l'avance, ne suffisait-il pas de les relire pour les appliquer efficacement? En réalité, cet exercice contraint de renomination ne vous rend pas service. En décembre, vous n'aviez obtenu votre validation qu'à 5 voix près, avec même un bilan négatif de 29 voix pour et 33 voix contre. Et c'est ici, à l'Assemblée, devant cette commission, que vous avez sauvé votre candidature. À l'époque, l'un des reproches qui vous était adressé était votre choix de cumuler la présidence de l'ADEME avec vos mandats de maire et de président d'agglomération. Vous aviez dit que vous exerceriez vos mandats locaux sur votre temps personnel. Qu'en pensent les habitants de Charleville-Mézières et d'Ardennes Métropole? Depuis, vous n'avez pas changé d'avis et défendez que la situation est tout à fait satisfaisante du point de vue de l'ADEME, qu'elle vous permet de garder un ancrage local. Vous comprendrez que, de ce point de vue, pour les représentants de la nation élus que nous sommes, à qui il a été interdit de cumuler le mandat de député avec des fonctions exécutives locales, est particulièrement maladroit. Vous avez par ailleurs pris des mesures pour annuler vos indemnités d'élu local et réduire votre rémunération à l'ADEME. Nous le saluons, mais que cela ne soit pas un prétexte pour laisser le travail à votre directrice générale déléguée. Enfin, concernant les soupçons de conflit d'intérêts, vous dites avoir fait en sorte de ne pas avoir à connaître des sollicitations de l'ADEME en tant qu'élu local et Merci. des sollicitations de vos exécutifs locaux en tant que président de l'ADEME. Merci. Cela empêchera-t-il vos adjoints ou collaborateurs bien informés par vous de tenter de vous faire plaisir en défendant vos intérêts à Pour votre le place? groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Mickaël Cosson. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Ravignon, plutôt que d'aller sur le registre des cumuls de l'emploi, je préférais me projeter sur les actions qui vont être amenées pour l'ADEME, qui a aujourd'hui près de 33 ans et qui vraisemblablement n'a pas encore obtenu en tous les cas toutes les cibles qu'on souhaiterait. Vous l'avez signalé. Aujourd'hui, les collectivités, seules celles qui ont eu une démarche vertueuse ont pu bénéficier du service de l'ADEME. Or, on le sait, 85% de nos communes sont composées de moins de 1000 habitants
et donc ne disposent pas de l'ingénierie nécessaire pour pouvoir relever les défis auxquels elles sont confrontées, défis en matière de sobriété énergétique, défis aussi en matière de production d'énergie renouvelable, et tout simplement en fait d'avoir la possibilité de s'engager dans cette démarche. Ma question, elle sera simple, à l'heure où effectivement il nous faut accélérer dans ce domaine-là. Selon vous, quelle est la stratégie pour l'ADEME pour pouvoir être présent sur nos territoires locaux? Quels sont les moyens nécessaires pour y parvenir? Et enfin, avez-vous en quelque sorte une précision qui serait faite sur la pertinence de cette stratégie pour que justement ce soit efficace? J'avais une deuxième question. À l'heure où l'éolien ou le solaire sont particulièrement plébiscités, quel est votre regard sur l'action à mener sur nos activités, qu'elles soient d'ordre domestique, agricole ou industrielle, pour justement répondre à notre souveraineté énergétique? Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Vincent Thiébaut. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ADEME, Monsieur Boris Ravignon, ravi de pouvoir vous retrouver ici. Les circonstances administratives font que nous devons refaire votre nomination au sein du Conseil d'administration. Tout d'abord, permettez-moi, en tant que membre de l'Assemblée nationale et représentant au sein du conseil d'administration de l'ADEME, j'ai pu apprécier, et je me fais ici du travail que vous avez mené et au conseil d'administration auquel j'ai pu participer. Je tenais à le souligner et j'espère bien que cela va continuer. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement les enjeux auxquels nous devons faire face, et l'ADEME est un acteur essentiel pour la réussite notamment de la mise en œuvre des politiques publiques pour réussir les enjeux climatiques et environnementaux auxquels nous devons faire face. Et il est vrai, faut que cela doit se faire, et nous en sommes convaincus au sein de Horizon Apparentés, par la territorialisation de ces politiques publiques, et vous en êtes un acteur essentiel, je dirais même majeur. Pour ma part, je souhaitais vous interroger. Vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, on revient souvent sur le sujet du nombre de collaborateurs au sein de l'ADEME, qui sont un peu plus de 1200. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, l'ADEME finance plus de 1500 postes, et notamment plus de 700 au sein des collectivités territoriales. Vous avez évoqué ce point tout à l'heure. Aujourd'hui, je voudrais que vous alliez un peu plus loin sur ce que vous avez évoqué effectivement sur le sujet de la coordination de ces animateurs. Est-ce qu'ils sont bien placés dans les collectivités territoriales? Est-ce que ce sont les collectivités territoriales qui n'en ont plus besoin? Il est vrai qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est bien l'ingénierie locale. D'autre part, j'aurais voulu aussi pouvoir vous entendre sur votre vision entre la collaboration entre différentes agences, je pense notamment au CEREMA, la NCT, et aussi également avec des dispositifs tels que France Mobilité, où je pense que là on peut renforcer le sujet de l'ingénierie locale et les apports qu'on peut faire au niveau des collectivités territoriales. Merci Monsieur le Président, et le groupe Horizon et Apparentés soutiendra votre nomination. En saluant cette prise de parole, notamment sur France Mobilité, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ravignon, pour le groupe écologiste, l'ADEME est un maillon crucial pour engager des politiques publiques à la hauteur des enjeux écologiques. Déchets, pollution de l'air, pollution des sols, économie d'énergie, développement des ENR, adaptation au changement climatique, ces sujets multiples sont au cœur des transitions à mener alors que nous entrons dans une décennie critique. Dans ce contexte, les équipes de l'ADEME font preuve d'une grande implication sur ces sujets, malgré le manque chronique de moyens accordés par l'État. Nous dénonçons ce manque de considération et espérons que vous serez déterminés à obtenir des moyens plus importants pour l'agence. Et au-delà des effectifs, cette structure a besoin d'une impulsion forte, d'une équipe dirigeante investie et convaincue par les enjeux. Monsieur Ravignon, après votre première nomination, il y a quelques semaines, vous êtes candidat pour confirmer votre fonction de président de l'ADEME. Je souhaite exprimer au nom de mon groupe 2 réserves importantes sur votre candidature. La première réserve porte sur votre situation de cumul des mandats et des fonctions. Dans le questionnaire adressé par le rapporteur, vous confirmez à nouveau votre intention de cumuler les mandats de maire de Charleville-Mézières, de président de la communauté de communes d'agglomération Ardennes Métropole et la fonction de président de l'ADEME. L'importance des missions de l'ADEME à l'heure de l'urgence climatique requiert un investissement total. Vous êtes le premier à cumuler la présidence de l'ADEME avec des mandats exécutifs locaux. À l'heure de l'urgence climatique, ce choix ne peut être que dommageable. La seconde réserve porte sur le décalage entre les missions de l'ADEME et vos positions, ainsi que celles de votre famille politique. S'il ne fallait prendre qu'un exemple, je retiendrai celui du nécessaire déploiement des ENR, y compris l'énergie éolienne. Vous n'êtes pas connu pour votre attachement à ces énergies, dont la part doit pourtant augmenter dans tous les scénarios de transition.
Comment accompagner la transition énergétique tout en s'inscrivant dans le sillage d'une famille politique qui appelle à un moratoire absolu sur les projets éoliens? Vous comprendrez aisément, Monsieur Ravignon, que notre groupe votera contre votre nomination. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à David Topiac. Merci Monsieur le Président. Je voulais d'abord rappeler si nous appelons de la planification de la part de l'État pour la transition écologique, nous avons pleinement conscience qu'elle ne se fera pas sans les territoires et sans les collectivités qui sont des acteurs prépondérants, notamment dans le mix énergétique. Alors, je voulais revenir sur 2-3 sujets que vous avez un peu effleurés. Concernant les collectivités, dans le cadre des contrats d'objectifs territoriaux qui ont été déployés depuis quelques mois maintenant et dans lesquels on déploie les anciens labels Citergie Énergie Circulaire, de savoir où nous en étions du déploiement de ces contrats d'objectifs territoriaux. Et je tenais à saluer d'ailleurs, dans le cadre de ces contrats, l'appui prépondérant en termes d'animation territoriale et d'ingénierie territoriale que le dispositif apporte et qui va pleinement accompagner les territoires dans leur transition. Une question également sur les plans climat, air, énergie territoriaux, sur lesquels l'ADEME avait accompagné de nombreux territoires par le passé, savoir où nous en étions en termes d'avancement et d'efficacité sur la mise en œuvre de ces PCAET, qui sont là aussi un maillon indispensable de la transition écologique à l'échelle du territoire. On note quand même des difficultés de mise en œuvre, parce que si effectivement vous avez mis en œuvre de l'aide à l'ingénierie dans le cadre des côtes, il reste des grosses difficultés de mise en œuvre des PCAET avec des investissements qui pèsent lourd pour les collectivités à un moment où il y a un effet ciseau entre des charges qui augmentent fortement, notamment dues au coût de l'énergie, et des ressources qui stagnent. Et je rappelle juste la volonté que nous avions d'indexer la DGF notamment sur l'inflation, et donc vraie difficulté de mise en œuvre et de financement des actions, et donc des objectifs qui ne sont pas atteints et des retards qui sont pris dans le cadre de la mise en œuvre des PCAET. Sur le sujet que vous avez évoqué sur la souveraineté énergétique et les perspectives, je voulais faire un focus sur la ruralité en tant que coprésident du groupe d'études sur la ruralité. Sur les biogaz notamment, l'interdiction des chaudières à gaz qui va avoir un effet dévastateur pour la ruralité, il me semble que la démarche prospective justement doit prendre en compte, de votre point de vue, comment nous allons pouvoir accompagner les territoires et surtout une filière qui se structurait sur des biogaz et que nous risquons de mettre à mal avec ce dispositif. L'ensemble des orateurs de groupe, les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur Ravignon, je vous laisse le soin de répondre. On a simplement 2 questions par la suite, donc n'hésitez pas à être synthétique. Merci. Merci Monsieur le Président. Je vais m'efforcer d'être effectivement synthétique et peut-être parfois de grouper un certain nombre de réponses, puisque parfois les questions portaient sur le même sujet. Je commencerai par ne pas oublier et compléter un manque dans la réponse à Madame le rapporteur sur la transition 2050. Et suis-je ouvert à ce qu'un travail participatif se fasse sur l'élaboration des documents de transition 2050? Ça a déjà été le cas et on continuera effectivement à ouvrir et à concerter ces transitions, ces trajectoires. Elles ne sont intéressantes que si elles sont partagées effectivement largement avec les acteurs et avec les citoyens. Donc je crois vraiment qu'autant prendre à bord l'objectif d'échange, de débat public d'emblée, plutôt que effectivement de livrer un produit réalisé en chambre à la connaissance de tous. Je crois que c'est comme ça que la construction s'est faite. Et c'est surtout comme ça que j'entends bien que les différentes étapes, les mises à jour puissent également être réalisées. Alors, je reviens simplement donc sur la question de Madame Brulbois, Daniel Brulbois, sur est-ce que les moyens sont suffisants? Je le disais tout à l'heure, je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup demandé en termes de mission et on a énormément d'attentes à l'égard de l'ADEME. C'est à la fois, et c'est perçu comme ça aussi par les agents comme une marque de confiance. Si le budget a doublé 2 fois, c'est-à-dire qu'au total il a été multiplié par 4 en 2 ans, c'est parce que je crois qu'il y a une vraie confiance des pouvoirs publics et du Parlement à l'égard de l'ADEME. Il faut effectivement que la trajectoire des moyens suive. Et ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il me semble que c'est un établissement public qui mérite un traitement peut-être un peu à part, compte tenu justement du développement des attentes et des missions qui sont les siennes, compte tenu du fait que c'est un EPCI qui aujourd'hui, un EPIC qui
aujourd'hui ne crée pas d'emploi de fonctionnaires et donc pourrait bénéficier d'un traitement différent de la part de la direction du budget. Et puis, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on nous demande, quand on nous confie des nouvelles missions, ou plutôt on nous offre la possibilité de faire des recrutements sous le format de l'intérim. Ce qui, très honnêtement, va finir par poser de sérieuses difficultés à l'agence. Les contrats de 12 à 18 mois, c'est à la fois une difficulté pour voir des postes, et puis c'est généralement plus cher que de faire des contrats de projet qui seraient par exemple sur 3 ou 5 ans et avec plus de perspectives. Et donc on a vraiment besoin d'avoir avec la direction du budget et le ministère du budget une négociation assez sérieuse cette année en 2024 et je l'espère une remise à niveau. Monsieur Emmanuel Bléry, alors je me permets de redire que je crois qu'il y a un certain nombre de membres dans les deux assemblées parlementaires qui pensent que le fait de cumuler un mandat local avec un mandat national peut avoir un intérêt, que le fait de rester en contact avec le terrain a un intérêt. Je crois que un certain nombre de personnes ou de groupes ont cette position. En l'occurrence, le cumul de fonctions que je représente est légal, il est tout à fait permis par les textes. Il a un précédent qui est Jacques Vernier, qui était maire de Douai et qui a présidé l'ADEME. Alors il y a, je le reconnais, quelques années, mais enfin c'est arrivé dans le passé qu'il y ait un président à l'ADEME à la fois maire d'une ville. Et je persiste à penser que c'est un atout pour l'exercice de ce mandat, que la question des conflits d'intérêts a désormais été bien circonscrite et que, je le rappelais, l'ADEME n'a pas de choix qui sont des choix discrétionnaires. On n'a pas une cassette qu'on distribuerait au bon vouloir, au bon gré du président ou des directeurs de l'agence. Nous procédons, ça nous est suffisamment reproché, par des appels à projets qui ont des cahiers des charges extrêmement stricts et précis. Et donc, soit le projet qui est déposé rentre dans ce cahier des charges et il est aidé. On sait même d'ailleurs à l'avance quel sera le taux d'aide au bout du compte. Donc à partir du moment où je ne connais plus du tout des sujets ardennais sur lesquels je pourrais être en conflit d'intérêts et que s'appliquent finalement des logiques d'appel à projet, eh bien, je ne vois vraiment pas comment il pourrait y avoir le moindre conflit potentiel entre les dossiers de la ville de Charleville-Mézières, ceux d'Ardennes Métropole, qui pourront continuer à exister, mais dont je ne connaîtrai jamais, sur lequel je serai de toute façon tout à fait dans l'incapacité d'influer. Alors pourquoi est-ce que ma candidature a de nouveau été proposée ? Eh bien parce que je pense que ce profil d'élu local attaché justement à son mandat d'élu local, mais engagé dans la transition écologique, a correspondu au souhait de l'exécutif, du président notamment, pour ce poste qui est celui de l'ADEME, où nous avons une transition écologique à massifier, à organiser, dans laquelle il nous faut embarquer les territoires, avec lesquels nous allons être en contact de manière extrêmement rapprochée, où il y a des questions d'ingénierie très fortes, j'y reviendrai, qui se posent. Et je pense que c'est ce profil d'élu local engagé en faveur de la transition écologique. Alors certes, étant territoire un peu vallonné et pas, hélas, je le dois le dire ici, que mes concitoyens ardennais le prennent pas mal, pas particulièrement ensoleillé, c'est vrai que mon territoire a eu un peu de mal, j'en réponds d'avance à Nicolas Thierry, a un peu de mal à briller dans le développement des énergies éoliennes et solaires. Mais si un tout petit peu de recherche sur le sujet pourrait permettre de constater que dans le domaine des mobilités durables, nous sommes une ville pionnière qui a beaucoup développé notamment le vélo, que nous avons mis en place il y a quelques années un dispositif de récupération de la chaleur sur la fonderie Stellantis proche de la ville pour alimenter un réseau de chaleur, pour baisser le prix de la chaleur au profit de quartiers populaires et notamment de l'hôpital. Et donc, je crois que l'engagement écologique, l'engagement en faveur de la transition écologique qui est le mien est tout à fait réel et constatable au-delà des seules énergies renouvelables. Donc je pense, pour
terminer de vous répondre, Monsieur Bléry, c'est ce profil d'élu local engagé sur la transition écologique qui me semble-t-il, motive principalement la candidature qui est la mienne aujourd'hui. Alors, là encore, je ne crois pas qu'on incarne par définition en soi, pour répondre à Sylvain Carrière, l'écologie ou pas. Je crois que l'écologie, précisément, ce qui a pu lui faire du tort, c'est qu'elle soit cantonnée de manière idéologique pendant trop longtemps, et que ce qui est important, c'est que finalement, tout le monde s'y mette, tout le monde apporte sa vision de l'écologie. Et une vision parfois pratique, pragmatique de l'écologie ne peut pas nuire, à mon sens, au combat écologique. Donc c'est ce que j'essaie, moi, d'incarner. Et au-delà de ce que j'incarne moi, il y a les analyses qui sont portées par l'ADEME, sur le sujet qui vous intéresse et sur lequel vous m'interrogez des bassines ou des méga-bassines, eh bien l'ADEME a une position qui est une position très circonstanciée, liée finalement presque à chaque projet, parce que c'est chaque projet qui doit être examiné en fait au cas par cas pour constater s'il y a un risque de détournement de circulation d'eau de surface ou d'eau de profondeur. Et donc il est difficile d'avoir une réponse générique sur ce sujet. C'est en réalité une analyse au cas par cas de l'ensemble des impacts qui méritent d'être faite, mais en tout état de cause, c'est une des solutions qui peut exister, et si les impacts environnementaux le permettent, qui peuvent être développés. Alors, Pierre Vatin, je ne peux que constater moi aussi la procédure dans laquelle je suis engagé. Malgré tout, le fait de pouvoir s'expliquer à quelques mois d'intervalle sur une nomination, sur les ambitions et les moyens dont on dispose, je ne crois pas que ce soit un manque de respect à l'égard de votre commission. Et là encore, sur le cumul, je sais que ça a longtemps été une remarque de la famille des Républicains, qui a peut-être constaté que le cumul apportait à ceux qui exerçaient un mandat parlementaire, par exemple, une connaissance du terrain. Alors, aujourd'hui, il n'est pas possible, au terme de la loi, pour les parlementaires. On peut avoir tous les avis qu'on veut sur ce sujet, j'en suis moi malheureusement pas l'auteur, et donc mais aujourd'hui il me semble quand même que le raisonnement reste valable, et que pour présider l'ADEME, cela peut être très utile de rester élu local, avec effectivement l'encadrement des risques de conflit d'intérêts. En répondant tout à l'heure à Emmanuel Bléry, j'ai un peu esquissé les éléments de réponse. Je crois que à la fois un dispositif très circonscrit, faisant que je ne connais jamais plus des dossiers ardennais, en l'occurrence Carolo-Massérien et Dardenne Métropole, et la nature même de la façon dont les moyens de l'ADEME sont accordés me semble éliminer tout à fait ou prévenir tout à fait tout risque de conflit d'intérêts. Et puis vous désoliez à juste titre effectivement d'une forme d'instabilité à la présidence de l'ADEME. Voilà, un des aspects du vote d'aujourd'hui, ce sera de savoir si on reste dans l'instabilité ou si on est dans la continuité. Je peux me permettre de répondre par une forme de boutade. Sur la question de Michael Cosson, on a effectivement le constat aujourd'hui de beaucoup de petites collectivités qui sont désemparées parce qu'elles ont envie d'agir. Elles ont vu, par exemple, dans le domaine énergétique, la flambée des prix de l'énergie, l'impact sur leur fonctionnement, et se demandent aujourd'hui simplement par quel bout prendre ces sujets. Je crois vraiment que l'ADEME n'a pas seul, mais a une responsabilité importante à jouer dans ce domaine. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que le fait d'avoir gardé des directions régionales, non pas sur les nouvelles grandes régions, mais sur les anciennes régions, finalement avec un maillage plus fin, permet d'avoir d'ores et déjà une proximité un peu plus grande. Vous avez un peu plus de capacité. Alors clairement, les chefs-lieux de région ne sont pas toujours juste à côté, les anciens chefs-lieux de région en l'occurrence ne sont même pas toujours à côté mais il y a la possibilité de joindre les personnes de l'ADEME, de poser un certain nombre de questions, et puis
on a surtout ce que j'évoquais, c'est-à-dire le nombre qui figure effectivement dans les contrats objectifs territoriaux ou dans d'autres formes de contractualisation. On en a certaines sur la chaleur renouvelable, d'autres sur les mobilités. Et là, on peut vraiment apporter aux collectivités. Alors on peut être sur de toutes petites intercommunalités. Hein. Parfois, ce sont effectivement des intercommunalités très petite taille qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Il n'y a pas de raison qu'il pourrait aussi fonctionner au niveau communal, à condition que les compétences correspondent. Mais on pourrait effectivement, et c'est notre souhait, développer vraiment cette présence avec des financements qui sont accordés, alors qu'ils ne sont pas accordés gratuitement. Hein. Il y a un engagement avec la collectivité qui, pendant 3 ans, a une feuille de route, a un sujet à faire. Ce qui aujourd'hui, par exemple, et dans le domaine des déchets, est souvent mis en place, c'est aider une collectivité à passer à la tarification incitative, soit la redevance incitative, soit la taxe incitative. C'est un sujet, on le sait, très compliqué à gérer. Et s'il n'y a pas un vrai apport pendant plusieurs années avec quelqu'un qui est sous l'autorité des élus et qui travaille directement pour eux, c'est à mon avis en pratique très, très complexe à réaliser. Donc le nombre de collaborateurs est important, ce qu'on a en direction régionale, et moi je souhaiterais plutôt que tendanciellement on renforce ce réseau régional plutôt que les sites centraux. Et puis il y a tous ces postes qu'on peut arriver à créer dans les collectivités, et ça je crois que ce sera notre manière à nous d'essayer de répondre à ce déficit d'ingénierie que beaucoup notent et qui me semble tout à fait réel, et qui désespère parfois un peu certains élus dans la période actuelle, même si on a aussi des outils qui évoluent. Je pense par exemple au fonds vert qui n'est pas un fonds qui est attribué sur appel à projet, mais qui est un fonds dans une logique de guichet, probablement plus facile à appréhender au niveau de chaque préfecture. Et donc là aussi, on a, dans la période récente, développé des outils qui vont certainement faciliter l'appropriation par les collectivités les plus petites. Sur la coopération avec les autres agences, vous avez compris dans les références que j'ai pu faire à la NCT qu'on a une vraie convergence stratégique avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On travaille bien avec eux et on s'articule très bien. De la même manière que nous travaillons bien avec d'autres agences importantes du paysage, de la transition écologique, et il s'agit notamment du CEREMA. Alors, on a un statut et des modalités d'intervention qui sont un peu différentes. Je réponds d'ailleurs là au passage aussi à la question de Vincent Thibault. En fait, on a avec le CEREMA un emboîtement des opérations. Le CEREMA, c'est un bureau d'études extrêmement puissant, extrêmement compétent sur un certain nombre de sujets, et pour peu que les collectivités y adhèrent, eh bien, elles ont ensuite accès à cette ingénierie. Donc nous, et là on est sur finalement de l'ingénierie de projet, on est davantage positionné sur de l'ingénierie de politique publique, vous l'avez compris, puisqu'on place des gens au long cours sur plusieurs années dans les collectivités pour les aider à concevoir leur politique de transition écologique. Pour répondre à Nicolas Thierry, voilà, effectivement pas de bilan connu sur le développement des ENR. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu lié, il me semble-t-il, au territoire qui est le mien, et ça n'exclut pas d'avoir des ambitions, par exemple, sur le développement d'un réseau de chaleur renouvelable comme celui dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, qui soit 100% renouvelable, 90% biomasse et 10% de biogaz. Et puis bon, sur la question du cumul, je crois y être déjà revenu. Pour finir par les réponses à David Topiak, sur les cotes, on a aujourd'hui 150 cotes qui sont conventionnées, qui sont à jour, et on en a prévu d'en faire 50 de plus en 2023. C'est à la fois beaucoup et très honnêtement insuffisant par rapport à, je crois, la maille plutôt stratégique des cotes, c'est plutôt le niveau intercommunal. Donc on a 1200 intercommunalités dans notre pays, et en oubliant dans ce décompte-là un certain nombre de syndicats d'énergie, de syndicats des eaux, de syndicats des déchets qui pourraient avoir intérêt à ça, même si ils sont forcément plus thématiques et pas généralistes comme le code le prévoit. Mais c'est, je crois, un bon outil
Et c'est vraiment ce type d'approche qu'on cherche à développer, vous l'avez compris, et à déployer pour apporter de l'ingénierie sous l'autorité des élus et finalement avec une contractualisation avec l'ADEME. Ce n'est pas des postes pour faire n'importe quoi, c'est des postes pour mener des politiques et accompagner, mais les gens sont placés sous l'autorité des présidents d'intercommunalité, parfois des présidents de région ou présidents de syndicats. Et ça peut effectivement aider certains territoires à compléter leur PCAET, les plans climat, air, énergie territoriale. On réfléchit en ce moment à... Et je crois que c'est le travail auquel on va tous être confrontés dans les mois qui viennent, cette notion de planification écologique, comment elle descend sur les territoires, comment le PCAET, c'est pas du top-down, là, c'est pas quelque chose qui descend du ciel, c'est justement le territoire qui réfléchit à ses contraintes et à son potentiel et qui élabore sa stratégie. Donc il faut vraiment qu'on pousse cette logique de construction des PCAET. Il en manque encore. Il manque encore beaucoup. Certains sont en constitution ou en cours d'élaboration depuis des années parfois. Et donc je crois qu'il y a un vrai coup de collier à mettre, en ayant en tête que toutes les collectivités ne sont pas concernées, n'y sont pas obligées, et c'est peut-être une limite de l'exercice, et qu'on risque quand même d'avoir, au bout du compte, une espèce de carte de France un peu peau de léopard entre ceux qui seront couverts par un PCAET et ceux qui n'en auraient pas. Et puis sur le biogaz, eh bien, c'est une énergie que nous soutenons. D'abord, c'est un exutoire important pour tous les biodéchets qui sont à l'avenir interdits dans nos poubelles. Et puis, ça peut permettre effectivement de verdir une partie justement des usages du gaz aujourd'hui, pour lesquels nous n'avons pas de substitut. Il y a sur certaines énergies fossiles, ça va être plus compliqué de faire de la substitution. Et bien là, la substitution est directe. Le gaz naturel est directement substituable, ou l'inverse plutôt, le biogaz peut se substituer directement au gaz naturel. Donc on a tout à fait raison d'encourager cette démarche, et on le fait sur le fonds chaleur, notamment en soutenant certains dispositifs de méthaniseurs, avec l'idée de création de chaleur pour des réseaux, désormais de plus en plus dans les villes moyennes, puisque la plupart des grandes villes sont équipées. Merci, nous en venons aux questions, chers collègues. 5 questions que nous allons prendre à la suite. Question d'1 minute de Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi. Mes chers collègues, Monsieur Ravignon, bon, j'ai bien écouté vos réponses que vous venez de faire à l'instant, mais les maires, et vous êtes maires, font partie des remparts de notre République. Il y a dans toutes nos communes des attentes fortes de nos compatriotes. Et à ce titre, cela exige tout de même une présence quotidienne. Chers collègues, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste écouter les questions, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Cela exige donc une présence quasi quotidienne, même quotidienne sur le terrain auprès des administrés, des habitants, surtout compte tenu du contexte tendu dans notre pays, de l'inflation qui frappe de plein fouet nos habitants. Or, Charleville-Mézières n'est pas une petite commune, elle compte 50 000 habitants, vous êtes aussi le président de l'agglomération. N'y voyez aucune polémique, mais sincèrement, les journées n'ont que 24 heures. L'ADEME est une grande agence, 1000 salariés, avec 17 directions régionales. Le siège est à Angers. Charleville-Angers, ce n'est pas la porte à côté. Comment sérieusement concilier votre mandat de maire et la gestion d'une telle structure qu'est l'ADEME, une agence de premier plan dans la gestion des défis en matière de transition énergétique? En clair, est-ce que tout cela est bien raisonnable? Je vous remercie. Merci. La parole est au député Bléry. Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter les propos de mon collègue Dragon. Vous expliquez que c'est une force d'être un élu local en même temps président de l'ADEME. Je rappelle que le budget de l'ADEME a plus que doublé, de 2 milliards à 4,4 milliards en 2023. Ce qui veut dire plus d'investissement, plus de projets, plus de responsabilités et donc plus de temps accordé. Ça a été rappelé par mon collègue Dragon. Nous pensons effectivement qu'une expérience d'élu local est une force pour assurer des fonctions sur le plan national, mais il faut choisir aussi. On ne peut pas gérer une commune de 50 000 habitants, et on sait combien nos communes et nos administrés ont besoin de leur maire et de leur présence à leur côté en ces moments de crise, et en même temps gérer, j'allais dire, l'ADEME avec ce budget qui a plus que doublé, je l'ai rappelé au départ. Donc je pense, monsieur, qu'il faut donc choisir entre vos fonctions d'élu local et vos fonctions nationales. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, je voulais profiter, Monsieur Ravignon, de votre
courte expérience à la tête de l'ADEME pour avoir un retour de votre part sur le fonds vert, puisque l'ADEME est appelée à appuyer les préfets lors de l'instruction des dossiers, notamment sur les thèmes de renaturation des villes et des friches. Donc est-ce que les préfets vous sollicitent sur ces deux domaines ? Pouvez-vous nous dire également si les petites collectivités ont pu se faire une place dans la distribution des fonds face notamment aux plus grandes collectivités mieux armées en termes d'ingénierie ? Et puis donc une enveloppe de 2 milliards d'euros était prévue. Il semblerait qu'il y a plus de déjà 2 milliards de projets qui ont été présentés. Est-ce que selon vous, l'enveloppe prévue initialement vous paraît suffisante ? Merci, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président. La presse, à l'annonce de votre nomination, a particulièrement pointé du doigt le fait que vous êtes un fervent défenseur du nucléaire. Dès lors, l'ADEME va sans doute prendre avec vous un nouveau virage, puisque durant ces dernières années, elle était bien loin de mettre en avant la nécessité de relancer un programme nucléaire. Bien au contraire, elle tablait sur pas moins de 85% d'électricité verte en 2050 et 95% en 2060. Comment pensez-vous gérer ce grand écart ? Le ministre Christophe Béchu a pointé il y a quelques mois un manque de lisibilité de l'appui en ingénierie de l'État entre l'ADEME, le CEREMA et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Comment analysez-vous la situation et, le cas échéant, comment comptez-vous remédier à ce flou ? Pensez-vous que les différents acteurs, et notamment les particuliers, ont suffisamment le réflexe de se référer à l'ADEME et aux différents dispositifs et documentation qu'elle met à leur disposition ? De même, les offres de formation offertes par l'ADEME aux professionnels sont-elles à ce jour, selon vous, suffisamment utilisées ? Merci. Merci. Et enfin, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. On en parlait dans la précédente audition. Il n'y aura pas de transition, effectivement, sans les territoires. Les missions de l'ADEME sont évidemment essentielles à cet égard. C'est sa vocation, quelque part. Sur les enjeux autour de la rénovation des bâtiments, notamment résidentiels, tertiaires ou administratifs, quelle est votre action ? Quel rôle tenir, ou peut-être mieux tenir, dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de coordination entre l'action de l'État et l'action des collectivités, en relation bien sûr avec les usagers ? Vous nous avez parlé aussi de vos 17 directions régionales. Nos territoires ruraux, enfin nos élus, sont loin d'avoir le sentiment d'un soutien de proximité fort. Comment comptez-vous améliorer cette relation de proximité avec nos collectivités, notamment avec les plus petites ? Vous avez bien parlé de contrats territoriaux, mais je n'ai pas le sentiment qu'on va au plus profond, en fin de compte, de cette ruralité. Voilà, on a le sentiment d'une stratégie qui est plutôt descendante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Monsieur Ravignon. Alors, je voudrais remercier les députés Dragon et Bléry de leur sollicitude pour les habitants de Charleville-Mézières. Je crois qu'ils ont été plutôt extrêmement nombreux à moi me remercier d'être resté maire et d'avoir tenu, y compris dans les fonctions, en assumant les fonctions de président de l'ADEME, d'être resté maire de Charleville-Mézières. Je continue à les voir et à les recevoir à l'occasion d'une permanence. Alors elle a lieu effectivement plutôt le week-end désormais, mais je reçois 40 d'entre eux toutes les semaines. Et donc je crois pouvoir dire que je suis malgré tout, et je m'organise pour rester à disposition. Et ça complète la compréhension que je peux avoir des enjeux locaux, d'être justement à portée de baffe de mes concitoyens. C'est, je crois, l'honneur des maires. Et sachez que je suis très attaché aux habitants de Charleville-Mézières, sinon je n'aurais pas cette insistance à rester fidèle à l'engagement que j'ai pris devant eux. Sur monsieur Nicolas Ray, sur le fonds vert, effectivement, je crois qu'on a un fonds qui démontre là, je crois, la situation parfois de stress très fort que vivent les élus locaux, notamment confrontés à la hausse des prix de l'énergie et donc leur envie de financer des projets sur la rénovation thermique de leurs bâtiments, sur l'éclairage public ou dans le sujet des déchets, avec notamment l'échéance de l'interdiction des biodéchets qui arrive. Je crois qu'on est effectivement on a d'ores et déjà des milliers de dossiers validés. Compris qu'on avait passé les 10 000 dossiers au niveau national et que d'autres, à peu près autant, étaient aujourd'hui dans les tuyaux. Je crois que ça démontre que
l'ouverture d'une faculté, d'une facilité financière comme celle-là à la main des préfets fonctionne bien et elle est comprise, plutôt mieux comprise par les élus locaux que certains appels à projets que nous lançons. Et donc c'est une réflexion qu'il faut aussi que nous ayons. Est-ce qu'il y a une place pour les petits? Je n'ai pas encore aujourd'hui la composition de ceux qui répondent, mais sur certaines politiques, des plafonds ont été mis pour que ça ne bénéficie qu'aux petits. Je pense à l'éclairage public où au-dessus de 10 000 habitants, il n'y a pas de fonds qui peuvent être attribués. Donc ce sont forcément des collectivités de moins de 10 000 habitants qui peuvent bénéficier des aides sur l'éclairage public. Probablement que les 2 milliards sont déjà en bonne passe d'être consommés. Et donc, entre guillemets, un tel succès, un tel développement pose à mon avis plusieurs questions. C'est le dimensionnement et finalement la pérennisation d'un outil comme celui-là. Ça me semble effectivement extrêmement important et utile. En tout cas, c'est plutôt la position que nous aurions, nous, tendance à soutenir à l'ADEME. Sur alors, Monsieur Guy Bricout, la presse m'a décrit comme effectivement pro-nucléaire parce qu'il y a quelques années de cela, nous avons soutenu l'implantation à Chaux, commune située dans les Ardennes, d'un nouvel EPR, et que lorsque le président de la République, au début de l'année précédente, en février 2022, a annoncé son souhait d'une relance vigoureuse du nucléaire, nous avons de nouveau fait acte de candidature, la totalité du département, l'ensemble des parlementaires, le président du conseil départemental, le soutien du président du conseil régional, pour dire que nous souhaitions, si c'était possible, accueillir à nouveau un outil comme celui-là. Je suis aujourd'hui président de l'ADEME. Et si virage il y a, c'est un virage modéré, puisqu'il s'agit plutôt finalement d'être aujourd'hui sur quelque chose d'équilibré. Je vous le disais tout à l'heure que ma fonction, je ne la conçois pas comme étant le fait de porter, notamment sur les questions de trajectoire et à réaliser, de trajectoire transition énergétique, comme étant finalement de faire infuser mes propres convictions, mais plutôt de faire travailler les équipes de l'ADEME dans un état d'esprit justement dépourvu d'idéologie. Donc le nucléaire aujourd'hui fait clairement partie des options énergétiques qui sont posées. Je crois qu'un rapport dans une commission d'enquête récente démontre que c'est un sujet sur lequel le zigzag n'est pas forcément la meilleure manière d'avancer et de progresser. Et donc il me semble que aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous intégrions cela dans nos anticipations. Et en tout état de cause, on va devoir développer, quoi qu'il arrive, énormément les énergies renouvelables. Énormément. Les EPR, s'ils sont relancés, s'ils sont mis en place, ils ne seront pas disponibles tout de suite. Dans les années qui viennent, la réponse à notre besoin d'électricité, puisque la décarbonation de la société française passe par l'électrification, et la production d'électricité, elle doit augmenter absolument via les énergies renouvelables. Donc je crois pouvoir dire, et c'est pas pour faire une synthèse facile, mais que c'est pas fromage ou dessert, mais ce sera nucléaire et renouvelable qui seront au menu énergétique de notre pays pour les années qui viennent. Sur les agences et l'articulation entre les différentes agences, comment est-ce qu'on règle ce sujet? Eh bien, on n'avait pas, par exemple, de convention avec le CEREMA. On est en train d'en établir une. Dans les jours qui viennent, si ma nomination était confirmée, nous avions prévu de nous réunir avec le CEREMA pour tenir un comité exécutif commun et justement traiter les quelques sujets sur lesquels il arrive que nous marchions sur les pieds et puis inscrire cela dans une convention qu'on pourra faire connaître de manière à mieux articuler nos travaux respectifs. Sur la communication et sur la formation, non, on ne fait pas assez, on fait avec les moyens dont nous disposons et c'est un sujet et on est en train de travailler justement sur la partie communication, sur le fait d'avoir notamment des sites bien mieux conçus, bien plus larges et qui reprennent l'ensemble des informations, pas seulement les aides de l'ADEME, mais aussi toutes celles qui sont possibles dans la sphère de l'État et dans les collectivités, de sorte que les entreprises comme les collectivités soient vraiment des portails les mieux faits possibles, les plus complets possibles pour les aider quand elles se posent des questions sur la transition écologique. Et puis dernière question de Jean-Louis Bricout sur le bâtiment, la rénovation des logements, c'est un sujet gigantesque. Ce qui nous attend sur la rénovation des logements, c'est vraiment, sans envoyer de grands mots, le chantier du siècle. 700 000 logements de niveau BBC
à rénover au niveau BBC chaque année d'ici 2050, je crois que le terme est vraiment pas galvaudé. C'est, je crois, lucide de dire qu'aujourd'hui on n'est pas sur cette trajectoire-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de simplification de l'offre, des outils qui existent. Et puis, il y a quand même un vrai manque aujourd'hui, c'est celui du financement. On est persuadé à l'ADEME, nous, qu'on ne fera pas ce chantier gigantesque sans mettre clairement les banques de réseau dans le coup et d'arriver à ce qu'il y ait des produits de financement qui viennent aider les citoyens et qui soient distribués de manière très large pour leur permettre de financer ces travaux qui rapportent quelque chose. Quand on rénove son logement, alors ça peut être très pénible pendant le temps de la rénovation, mais ensuite il y a normalement une économie d'énergie qui permet de rentrer dans son avance de fonds, et ça, il faut effectivement encore collectivement qu'on s'organise mieux pour aller la chercher. Et sur la question de la ruralité, j'entends ce que vous dites, c'est le sens de mes propos tout à l'heure. Je pense qu'on a beaucoup travaillé entre guillemets avec ceux qui étaient pionniers, ceux qui étaient devant, et c'est souvent effectivement plutôt pas seulement, il y a aussi quelques territoires ruraux qui avaient cet esprit pionnier sur les sujets de transition écologique, mais aujourd'hui tout le monde veut y avancer, et la différence se fait entre ceux qui ont les moyens de le faire et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, et ça c'est un vrai problème que je crois l'ADEME peut essayer de régler. Merci Monsieur Ravignon. Avant de vous laisser partir, je laisse peut-être un petit mot de conclusion à notre rapporteur. Vous voulez dire un petit mot, Madame la rapporteure? Non, simplement, je vous remercie d'avoir répondu du moins au moment où nous voulions faire préciser nos questions. Voilà, très bien, merci Madame la rapporteure. Monsieur Ravignon, je vous laisse le soin de quitter la salle. Nous allons procéder au vote, et bien entendu j'appelle nos deux scrutateurs, Madame Manon Meunier et Monsieur Sylvain Carrière.